Alors, qu'est-ce que la gestion des risques positifs? J'aime bien mettre les choses en classification, en buckets, en catégories. Et donc, la gestion des risques positifs, je la détaille en trois angles. Reconnaître la valeur du risque et les coûts d'opportunité, apprendre des succès et des déviations positives, et puis viser la performance. Alors, je vais détailler ça, mais déjà, reconnaître la valeur de la prise de risque. Déjà, vous prenez les gens à contre-pied quand, si, en tant que risk manager, vous dites, mais c'est bien de prendre des risques, il faut prendre des risques. Okay, parce que les gens s'attendent à ce que vous disiez non tout le temps ou que vous les empêchiez de faire ce qu'ils veulent. Non, non, en gros, c'est vous pouvez faire ce que vous voulez à condition que vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Et puis aussi la reconnaissance des coûts d'opportunité, je vais y arriver. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'on apprend de ses erreurs, c'est bien gentil, mais on apprend aussi de ses succès. Et donc, si on tourne l'angle, si on regarde la gestion des risques dans un angle plus positif, où on va essayer de diffuser les bonnes pratiques, justement, et d'apprendre par l'exemple, plutôt que de taper sur les erreurs, c'est beaucoup plus encourageant. Même cognitivement, c'est beaucoup plus encourageant vers les gens. Et puis, l'idée, c'est qu'effectivement, la gestion de risque, elle n'est pas là pour freiner la performance, elle est là pour la stabiliser et donc pour l'améliorer. Ok, voilà, il y a encore un petit chat sur la traduction, mais ça, je laisse Lauriane répondre. Donc voilà, je voudrais détailler rapidement avec vous ces trois parties. Reconnaître la valeur de la prise de risque. Alors, je suis très heureuse d'avoir pas mal d'académiques dans l'audience et puis pas mal de gens qui ont un parcours en risque financier. Alors, quand j'ai publié le livre bleu, là, la version anglaise ici, on m'a demandé quel est votre prochain livre. Alors, d'abord, j'ai promis à mes enfants un livre pour enfants, donc on va faire le livre pour enfants. Mais après, mon prochain livre professionnel, l'ambition, c'est de réunifier en fait la gestion du risque financier et la gestion du risque non financier. Ce que beaucoup de gens savent forcément pas, même si maintenant je l'ai mis dans la bio. Moi, j'ai un background en risque financier, je fais du risque crédit, j'ai donné cours de gestion de portefeuille pendant 12 ans à l'ULB. Et en fait, ce rendement risk-return, qui est complètement accepté dans les risques financiers, est en fait transférable aux risques non financiers. Et donc, ça dépend, je vais répondre au chat dans une seconde sur les 3 lignes de défense, mais je termine ici. Donc, ça dépend en fait du coût des contrôles par rapport aux bénéfices. Donc, vous avez ce que je dirais les prises de risque idiotes, hein, les prises de risque, disons, mal inspirées, avec l'exemple de ne pas mettre sa ceinture de sécurité. Certains se reconnaîtront, mais je ne citerai personne. Pourquoi? Parce que le coût du contrôle est minime, hein, c'est juste le problème de mettre sa ceinture ou l'inconvénient de mettre sa ceinture. Par contre, l'impact que vous évitez est potentiellement gigantesque. À l'autre bout du spectre, vous avez les freezing, les risques qui sont peureux. Donc là, vous ne faites rien par peur de mal faire, et du coup, vous ne faites rien. Et donc, par exemple, vous ne développez pas de nouveaux produits, vous ne lancez pas de nouveaux marchés. Donc, Pascal, tu me parlais de l'innovation et du business développement. Là, ce serait les business développement qui ne sont pas décidés parce qu'on a peur. Et bon, je gère ma petite start-up là maintenant depuis 1 an. On a commencé à grandir et ça fait peur. Surtout maintenant, hein, là, ça fait peur. Mais d'un autre côté, si on ne se fait pas peur un petit peu de temps en temps, on ne fait rien. Donc, il faut bouger. Et puis, vous avez l'autre bout du spectre qui est l'aspect audacieux. Pour dire les choses gentiment, ça c'est la go strategy. Vous pouvez la spéculation, mais vous pouvez dans les problèmes de misconduct ou de overselling, vous prenez beaucoup de risques parce qu'il y a beaucoup de rendement. Mais évidemment, si vous éclatez en plein vol, ça va être un problème. Et donc, il vous reste en fait comme bonne prise de décision la compréhension, les risques bien compris et cette décision équilibrée de trade-off entre le risque et le rendement. Alors, j'ai quelques questions que je vais prendre, mais ça je ne parle pas tout le temps, en tout cas je réponds à vos questions. Est-ce que le livre aborde les 3 lignes de défense? Oui, c'est le chapitre sur la gouvernance. Alors, mon grand jeu, c'est de retenir quel chapitre parle de quoi. C'est le premier chapitre de la 3e partie. Je crois que c'est le chapitre 9. Il faudra vérifier. Mais oui, la réponse est ça. Emmanuel Jacot, la gestion de risque n'est-elle pas aussi pour contrôler que l'opérationnel est aligné avec le stratégique? Absolument, absolument. Et donc l'idée, mais ça c'est très aligné avec COSO, c'est qu'on définit les objectifs. D'ailleurs, si vous regardez
aussi la définition ISO, qui est, le livre commence par ça à peu près, qui est le risque et la déviation par rapport aux objectifs. Si vous n'avez pas défini vos objectifs, vous ne savez pas où vous déviez. Donc oui, absolument, absolument. Comment définiriez-vous, je peux parler, les caractéristiques d'un bon indicateur d'appétit au risque? Chapitre 14, Arnaud. C'est pas abordé ici, mais on a un petit sondage en fin de webinaire qui vous pose la question de savoir quels autres sujets vous voulez aborder. Et donc, si tout le monde s'amuse bien, moi je m'amuse, hein, je sais pas vous, mais si tout le monde s'amuse bien, on refera ça. Donc voilà. Je continue sur le risque positif. Donc, j'ai parlé du couple risque-rendement, ça c'est reconnaître la valeur de la prise de risque. Il y a un autre aspect qui est super important et très familier des financiers, encore une fois, pour ceux qui travaillent en corporate finance, c'est le coût d'opportunité, qui est d'ailleurs en fait la valeur d'un bien. Et donc, vous avez l'iceberg qui est un peu évident. Vous avez une relation qui est un petit peu de 1 à 10 entre les pertes opérationnelles, l'argent perdu, par rapport à l'argent non gagné. Le problème, c'est que l'argent que vous ne gagnez pas, vous ne le voyez pas. Ou souvent, vous ne le voyez pas. Là, maintenant, on le voit très bien. Hein. Maintenant, on est tous dans notre maison et il y a énormément de projets annulés. Je pourrais dire maintenant, voilà, avec la crise, je n'ai rien perdu. En cash out, j'ai rien perdu. L'argent non gagné, je ne vais pas élaborer, mais ça va être sympathique. D'accord ? Donc, mais c'est la même chose dans les entreprises. C'est quel est le coût de ne pas être plus rapide, meilleur et moins cher. Et donc, l'exemple du coût d'opportunité des inefficacités, vous avez dans le carré bleu, c'est Starbucks qui prend 10 minutes pour faire un café. Imaginez Starbucks ou imaginez McDo qui met 15 minutes à faire un hamburger. La première journée, les gens font la file. La deuxième journée, un peu moins. La troisième journée, on ferme le magasin. Et donc, ça, c'est la différence entre ne pas être Starbucks, ne pas être McDo, ne pas être d'autres Disney. Enfin, j'aimerais bien parler d'entreprises françaises efficaces, Angie. Voilà, donc ça, c'est la reconnaissance de ça. Et ce que je dis souvent aux gestionnaires de risque opérationnel, c'est que si vous essayez de justifier le coût de la gestion du risque opérationnel par l'argent perdu, vous y arrivez très peu souvent en fait. Par contre, si vous parvenez à rendre visible, ne fût-ce qu'un tout petit peu de cette partie exquis et belge et efficace, parfait, oui. Je ne vis plus en Belgique depuis 2006, donc malheureusement, je ne suis pas trop au fait de ça. Et donc, je continue sur l'efficacité. Si vous pouvez rendre visible, ne fût-ce qu'une petite partie de cet iceberg, votre business case, le cas, oui, votre business case de risque opérationnel, je suis désolée, je parle un peu comme Jean-Claude Van Damme, les Belges comprendront. Et donc, il y a deux aspects sur l'aspect optimisation des contrôles en risque opérationnel. C'est que soit vous surcontrôlez et vous ne prenez pas assez de risques, et donc je reviens à la diapo précédente, soit vous avez trop peu contrôlé et vous avez des incidents et après, il faut faire des remédiations et donc ça vous prend beaucoup de temps aussi. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que ça a été clarifié. La deuxième chose, c'est prioriser. Ou prioriser, ça dépend comment vous voulez voir les choses ou exprimer les choses. Mais il y a énormément de choses qui sont faites en risque opérationnel. C'est surcompliqué, je l'ai déjà dit. Et c'est pas assez, souvent, dans mon observation, c'est pas assez ciblé sur les choses qui ont de l'importance. Pourquoi ? Parce que les choses qui ont de l'importance, elles arrivent pas souvent. Et puis après, quand elles arrivent, c'est dramatique. Alors c'est marrant de dire ça en pleine crise. Mais ça, c'est une statistique qui est publiée chaque année chez ORX. Je ne sais pas si Esther s'est rejoint à nous. Donc Esther Renfield de ORX. Et c'est des statistiques qui sont hyper stable au cours du temps. Moi, je l'avais fait pour ING en 2002-2003. C'était déjà le cas. Et comment vous lisez cette diapo ? Mais vous regardez, c'est pour tous les membres d'ORX. On regarde 100 grandes banques. Ça, c'est les statistiques pour les banques publiées dans leur rapport de 2019. Vous voyez que la catégorie des pertes les plus petites rapportées, donc qui est dans le range, l'intervalle de 20 000 à 50 000 euros, c'est déjà pas mal 20 000 à 50 000 euros quand vous regardez au niveau d'une entreprise, ça représente 57% en termes de proportion des pertes qui sont rapportées chez ORX, alors que ça ne représente que 4% de la gravité. Donc 96% des pertes sont en fait sur ces autres catégories. Si vous regardez la plus petite catégorie, qui sont les 10 millions et plus, c'est moins de 1/2 centième, 0,4%. Et ça vous prend
près de 70%. On est à 68,7 ici pour la période 2013-2018. 2017. 2018, il y a toujours un lag dans les reportings. Donc, ça veut dire que le 200e plus grand en moyenne pour le secteur, mais je vous encourage, si vous n'avez pas fait cette stat dans vos entreprises, je vous encourage vraiment à le faire. Vous voyez que votre 200e plus grand incident représente à peu près 70% de votre budget annuel de risque opérationnel. J'ai une question de Loïc. Dans le contexte actuel, est-ce que le Operational Risk Manager a vocation de se transformer en Crisis Business Continuity Manager, où vous voyez son rôle à l'heure actuelle? Oui, absolument. Oui, absolument. Alors, tout ce qui était business continuity a historiquement été mal intégré au risque opérationnel. Donc, vous aviez le risque opérationnel de façon séparée, et puis il y a eu BCM, et il y avait projet, et il y avait compliance, bon, d'abord dedans et puis dehors, etc. Il y a tout à fait, enfin, il y a une nécessité extrême de voilà, chez ING, les fonctions sont séparées mais travaillent ensemble. Oui, alors qu'elles soient séparées ou qu'elles soient gérées par des personnes différentes, c'est pas grave. De toute façon, il vaut mieux que ce soit les spécialistes, que chaque spécialiste gère ces trucs, et la continuité du business, comme la fraude, sont des disciplines qui demandent des spécificités, qui demandent des spécialistes. Mais la coordination de ça, c'est important. Avec les assurances aussi. L'assurance externe est typiquement un domaine qui est mal intégré à l'appétit pour le risque, par exemple. Donc oui, alors la résilience, c'était un énorme sujet déjà depuis 2-3 ans, disons 2 ans. Pour ça, la communauté risque ne s'est pas trompée, et les banques centrales, j'avais fait un commentaire comme ça sur LinkedIn hier, les banques centrales ne se sont pas trompées en disant que la résilience opérationnelle était un des points d'intérêt du moment, sauf qu'on s'attendait, puisqu'on reproduit, on utilise le passé pour reproduire l'avenir, on s'attendait à des problèmes techniques et des problèmes cyber qu'on a vu dans plusieurs entreprises, et c'est arrivé par une crise sanitaire, qui était pourtant prévue par des spécialistes, mais des spécialistes, on les entend toujours malheureusement quand c'est trop tard. Donc oui, bien sûr, et la résilience, elle est là pour durer à vue de nez, avec ce qui se prépare. Donc, oui. Alors, donc, prioriser, savoir où sont les gros points de perte, ça c'est important, et je voulais pas faire l'économie de cette diapo que je présente toujours dans les cours. J'ai souvent un haha moment de la part de plusieurs personnes parce qu'elles ne s'attendaient pas à ça. Alors, l'autre aspect, c'est pas de moyenne en risque, hein, s'il vous plaît, tous ceux qui ont travaillé avec moi savent à quel point j'aborde les moyennes quand les distributions s'y prêtent pas. Et pourquoi? Parce que aussi, en termes de qualité d'information, l'information, elle se trouve dans les extrêmes. Et donc, elle se trouve dans les sommets et dans les drops, en fait, et dans les failles. Et donc, ici, vous avez, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la satisfaction client, ça peut être des nombres de plaintes, positives ou négatives, ça peut être autre chose. Et donc, vous avez effectivement l'info dans ce qui se passe pas bien, mais vous avez aussi l'info dans ce qui se passe particulièrement bien. Et donc, la question, je vais devoir accélérer parce que je vois que je voudrais quand même qu'on ait du temps pour les sondages. C'est ce qu'on appelle les outliers, les positive outliers, les exceptions positives, qui sont les meilleurs vendeurs, les meilleurs directeurs, les meilleurs représentants, etc. Et donc, j'ai un petit sondage pour vous que Florence va lancer pour moi. J'espère que c'est bon. Voilà. Donc, est-ce que dans votre entreprise, vous analysez les raisons des succès, ou dans vos universités, vous analysez les raisons des succès autant que des échecs? Non, on n'en parle pas, ou franchement, on n'y a pas pensé. Oui, de temps en temps. Oui, systématiquement. Non, mais on compte le faire. S'il vous plaît, répondez. Tout ça est anonyme. Je ne sais pas qui a répondu quoi, donc allez-y, franchement. Donc, on a... Merci. On a une moitié de timides ou de distraits. Mais bon, ça s'est stabilisé. Donc, 50% de l'échantillon, ou presque. Voilà, 47% de l'échantillon, c'est bon. 50, merci.
qui dit mieux. Voilà, alors on n'a que 10% des répondants qui analysent systématiquement les raisons des échecs. De temps en temps, c'est une réponse que j'ai, oui, de temps en temps, c'est la réponse la plus fréquente. Je vais passer à la diapo suivante. Bon, ben voilà, ça confirme, maintenant vous comptez le faire. Je vais pas pousser l'arrogance à vous demander si c'est maintenant que vous comptiez le faire. Voilà, share result. Ah, je ne sais pas, parce que moi, je voyais les résultats, mais voilà. Je montre les résultats. J'ai montré les résultats. Donc, vous aviez 29% qui n'en parlent pas, 42 qui le font de temps en temps, 10 systématiquement et 20, enfin 19, j'arrondis, qui comptent le faire. Donc, en gros, on va mettre 50% qui comptent le faire et 50% qui ne le font pas beaucoup. Donc voilà, ça c'est peut-être une première chose que je vous encourage à faire en tant que gestionnaire de risque, c'est pas seulement mettre en évidence ce qui va mal, mais en évidence ce qui va bien et qui va vous permettre de l'analyser systématiquement et d'être un peu plus populaire aussi parce que c'est important. Et puis, vous avez un outil aussi dont je parle souvent dans mes cours, donc beaucoup d'entre vous y sont familiers, puis c'est très utilisé dans l'industrie. Ça, par exemple, c'est un des inputs de l'industrie, c'est le bow tie. Le bow tie qui s'appelle comme ça parce qu'il a une forme de nœud papillon, qui est le nom en anglais pour un bow tie. Et c'est un outil, une représentation d'analyse root-cause, donc d'analyse de cause, de cause de cause, de cause de la cause et d'impact des impacts directs et indirects. Et on le fait typiquement pour des incidents et c'est particulièrement important et j'en parle je le détaille dans le chapitre 11, mais je vous suggère de faire la même chose sur les succès. Quand vous avez, et je vous mets quelques exemples ici, des projets qui avaient des délais courts mais qui ont été respectés, des interruptions de processus et tout ça, c'est inspiré de cas réels chez les clients, une interruption de processus mais qui a été générée sans plainte. Ou maintenant, en fait, si vous regardez la crise de résilience qu'on vit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont réussi à faire la migration à un work from home, à un travail à la maison. Je parlais à une société d'assurance vie au Canada récemment, à Québec, et la CRO me disait on a 97% des gens qui travaillent de chez eux, alors que ce n'était pas du tout prévu au départ, et qu'en 2-3 semaines, ils ont réussi à faire cette transformation. Donc, je pense que quand il y a des efforts aussi magistraux qui ont été réalisés avec succès, ça vaut la peine de le mettre en évidence. Alors, juste pour terminer sur le thème, il n'y a pas que moi qui le dis, je vous encourage à lire cet essai en anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit, je vous avoue que je ne l'ai pas vérifié. Outliers de Michael Gladwell. Michael Gladwell, c'est lui qui a écrit The Tipping Point et What the Dog Saw, etc. C'est un storyteller et un penseur absolument exceptionnel. C'est un bouquin qui m'a extrêmement influencé. Voilà, alors on arrive à la troisième partie de cette gestion positive. N'hésitez pas à poser des questions, on a encore 5 minutes, plus les dépassements. Est-ce que ça marche? Alors, en tant que prof, et je parle en particulier aux profs qui m'écoutent, c'est important de donner du feedback. Mais ça, c'est aux profs, aux parents, à tous ceux qui éduquent, en fait, je dirais, qui éduquent ou qui s'éduquent, vous voulez avoir un retour d'expérience, un retour sur est-ce que ce que je fais est bien ou pas bien, est-ce que ça a marché? Et donc, une de mes questions favorites en gestion de risque, c'est est-ce qu'on sait que ça marche et comment on sait que ça marche? Donc, Florence, je voudrais qu'on lance le sondage, s'il te plaît. Donc, moi, je voulais savoir, pour la gestion de risque, ce que j'observe malheureusement souvent dans les boîtes, c'est qu'on ne se pose pas assez la question de savoir si les évaluations de risque qu'on a fait étaient bonnes, si les pertes subies ont pu être mitigées ou réduites avec des plans d'action qui étaient rapides. Est-ce que les KRI préventifs étaient vraiment préventifs parce qu'on a pu éviter les pertes? Et donc, je voudrais avoir votre vue sur le petit sondage. Est-ce que vous pratiquez ce retour d'expérience sur vos initiatives en gestion de risque? Pas vraiment. Oui, mais on compare les pertes subies, ou on évalue la valeur préventive des KRI, ou vous le faites systématiquement, ou même proposition, oui, mais on souhaiterait en faire plus. Florent, je ne sais pas si on a le sondage. Oui, j'essaie de le lancer, mais il se lance d'accord. pas. Attends, je vais réessayer. Hop, est-ce que là, vous voyez? Tant que le sondage se lance, parce on arrive à
à la fin de cette présentation. Moi, je ne le vois pas, mais Non, non, le premier s'est lancé, mais le deuxième ne se lance pas. bon. Écoutez, c'est pas grave. N'hésitez pas, Tu peux essayer de le lancer toi, Yann, peut-être? n'hésitez pas à le mettre en chat, Pauline. Non, moi, je ne peux pas lancer parce que je suis... Non, ok. Et Lauriane, est-ce que toi, tu le vois en bas dans ton... Attendez. Moi, il n'apparaît pas non plus. Moi, je suis Ouais, pas du tout, je suis même pas co-hôte. Moi, D'accord, ok. il n'apparaît pas. Voilà, c'est pas grave. Écoutez, n'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas abandonné, n'hésitez pas à nous joindre par chat. J'espère qu'on a encore des gens. Vous nous faites une petite Oui, voix. oui, il y a 43 personnes encore. Oui, d'accord. Non, mais c'est parce que je ne vois pas de chat. Ah, ça y est, je le vois. Il arrive. Il Oui. arrive. Voilà. Alors, est-ce que vous faites un retour d'expérience? Voilà. Pas vraiment, on souhaiterait faire plus. Mais voilà, ça met de l'eau à mon moulin. Pendant que vous continuez à répondre, s'il vous plaît, continuez à voter. Je ne vais pas vous le lire parce que vous pouvez le voir aussi sur la diapo 20. Enfin, je vous en parle quand même. Il est possible avoir un petit peu de créativité. Et ça, c'est le chapitre sur la valeur de la géo dont je vous ai parlé, qui est le chapitre 15. Oui, il est possible d'évaluer l'impact de la gestion de risque. C'est même fortement recommandé. Puisque vous voudriez, enfin, il est quand même préférable que vous justifiez votre rôle plus que parce que c'est le régulateur qui vous le demande, qui n'est pas quand même un objectif inspirant. Donc, évidemment, évaluer les estimations, les évaluations de risque par rapport aux estimations passées. Donc, est-ce qu'on a surévalué, sous-évalué un risque, les succès des plans d'action, les mesures prises en amont, donc aux alertes ou les temps de détection courts. Pour revenir à la question de Loïc sur le BCM et sur la résilience, parce que c'est vraiment un sujet du moment, il y a un aspect qui est fondamental, c'est le temps de détection. Donc, à quel point ou à quelle vitesse vous pouvez détecter des problèmes, ça c'est les KRI ou les alertes, ou vous pouvez détecter des incidents avant qu'ils ne se transforment en pandémie. Est-ce que j'oserais faire le parallèle? Voilà, alors je vais partager le sondage. Voilà, vous avez 52% qui ne font pas vraiment de retour d'expérience et 26 qui souhaiteraient faire plus. Donc, ça fait une écrasante majorité. Donc, vous me confirmez complètement ce que j'observe aussi, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et le problème, si vous étendez ça au niveau pédagogique, c'est que vous avez peu, la profession de gestion de risque a peu de moyens d'apprendre, puisque vous faites des choses et vous n'avez pas forcément le feedback, le retour de savoir si c'était bien pensé ou pas. Donc vraiment, vraiment, deuxième message ou troisième message, je vous encouragerais à mettre en évidence ce retour d'expérience. Voilà. Alors, peut-être Nicolas, qui est mon directeur pour la Belgique d'ailleurs, Nicolas Renard, peut-être faire un beau type positif sur le premier sondage lancé. Oui, on pourrait. Mais faire des beaux types positifs, et ça, je dois mettre une pierre dans mon jardin, je ne le fais pas assez. Hein. C'est un peu fait ce que je dis, pas ce que je fais, mais non, mais on doit le faire. Et je pense que cette crise va nous permettre aussi d'en faire beaucoup. Résolu entre-temps, merci. Oui, est-ce que j'aborde la culture? Oui, j'aborde la culture dans le bouquin. Et voilà, je vais terminer, j'ai déjà un petit peu dépassé le temps, mais sur cette image, alors pour l'anecdote, donc c'est Usain Bolt, pour ceux qui n'ont pas 9 ans. C'est l'image que j'ai présentée quand j'ai présenté le risque opérationnel à l'école de mes enfants, pour des enfants de 8 à 11 ans. Et je leur ai expliqué que la gestion du risque, en fait, c'était éviter les dangers, donc on a parlé des dangers, etc. Mais on a parlé aussi de l'atteinte des objectifs. Alors, ils savaient tout ce qu'ils étaient. Et qu'au plus vos objectifs sont compliqués, au plus vos objectifs sont complexes, au plus le risk management est important. Et donc, quand vous voulez être champion du monde, il y a mille et une choses qui peuvent mal se passer. Alors, vous pouvez le voir comme un évitement de ces mille et une choses, ou vous pouvez le voir comme le fait de tendre vers la performance. Et donc, je vais conclure cette courte présentation sur, renforcer ce que je viens de dire. La gestion du risque peut adapter
une narration positive qui est un peu plus inspirante et engageante en changeant le discours et en insistant sur la valeur de la prise de risque et la valeur de la stabilisation de la performance. Et alors, il y a dans le monde, moi, très, très simplistiquement, je partage le monde entre d'autres catégories, mais entre les optimistes et les pessimistes. Vous avez toujours ceux qui regardent où sont les portes de sortie, où sont les portes coupe-feu, et puis ceux qui regardent par la fenêtre ou le soleil. Et on a besoin des deux. Généralement, les pessimistes sont plutôt risk managers, mais je vais pas trop généraliser. Mais donc, il faut vraiment mener ce partenariat constructif entre optimistes et pessimistes, donc entre ceux qui osent et ceux qui sont prudents, pour aligner ces deux moteurs et stabiliser une économie sans fièvre et sans dépression, ce qui, sans mauvais jeu de mots, est un petit peu important aujourd'hui. Voilà. Donc, juste peut-être pour vous rassurer un petit peu pour moi aussi me faire plaisir sur le livre. Donc ça, vous avez la couverture pour ceux qui préfèrent lire en anglais. Mais vous avez aussi, si vous regardez sur Amazon, ça c'est juste les titres des revues. On a 23 au total. Il y en a une de une étoile, que la dame ou le pseudo trouvait le livre trop concis. Donc pour ceux qui aiment la concision, apparemment c'est très concis. Pour le reste, c'est 5 ou 4 étoiles. Donc voilà, c'était